Salut tout le monde, c'est Ratius. On se retrouve pour cette deuxième vidéo de la nouvelle série Party Hard et pour le deuxième épisode de Trop de son, tu le son. Aujourd'hui, on va discuter avec Samuel et Mathieu sur la question du volume sonore et en quoi faire péter à fond, c'est pas toujours la meilleure idée pour éviter les ennuis. Mais avant ça, on vous laisse avec un petit constat et l'évolution de la façade et de la technologie depuis ces dernières années. À la base, les premiers sound systems étaient faits de matos d'occasion, souvent dépareillés, et c'était technique de les faire sonner proprement. Acheter du matériel neuf ou des systèmes entiers était hors de question, car c'était largement trop cher. Vu la casse qu'il y avait en teuf, seuls les sound systems les plus expérimentés pouvaient s'offrir ce luxe. En plus du tarif, le matériel était lourd et volumineux. Pour faire 10 kW, on avait minimum 10 amplis en 2 racks de 30 kg chacun, et il fallait compter quelques dizaines de milliers d'euros. De nos jours, un ampli de 10 kW made in China coûte 1200 € neuf et pèse 8 kg. Le prix des haut-parleurs a lui aussi largement chuté depuis. Entre 2005 et 2010, avec les progrès de la technologie, le matériel a évolué et la plupart des prestataires pros ont commencé à vendre leur parc pour acheter du matériel plus moderne, plus compact, ou des systèmes en line array très directionnels. Du coup, beaucoup de sound systems ont pu acheter du matériel très performant d'occasion. En même temps, grâce à Internet, les plans des caissons les plus connus sont devenus faciles à trouver et beaucoup se sont mis à les fabriquer eux-mêmes. On s'est donc retrouvé progressivement avec des sonos plus puissantes, mieux amplifiées et moins cher. De quoi se faire plaisir pour écouter le son qu'on aime, mais aussi de se faire entendre par beaucoup plus de voisins. Là, où 500 personnes dansaient sur 8 kW pendant toute une nuit, le minimum de nos jours c'est 20 ou 30. Les soirées de 50 kW n'impressionnent plus personne, mais on ne le marque même plus sur les flyers. Je me trouve maintenant avec Samuel. Samuel, bonjour. Bonjour. En quoi l'évolution expliquée dans cette introduction est devenue un réel problème pour les free parties? Le truc, c'est qu'en fait, il y a vraiment eu dans la société récemment, d'un côté, donc cette évolution technologique avec plus de sons, et de l'autre côté, l'évolution exactement inverse au niveau de la société française. C'est-à-dire qu'il y a une intolérance et une répression de plus en plus forte par rapport aux questions des nuisances sonores, des émissions, des volumes d'émissions, etc., qui se développent. On s'aperçoit que de plus de gens veulent du silence, que des gens qui achètent des appartements au-dessus d'une salle de concert qui existe depuis 20 ans décident que maintenant ils doivent fermer, il ne doit plus y avoir de bruit. On s'aperçoit aussi en milieu rural, à la campagne, que les gens veulent de plus en plus de calme. Il y a des gens qui ont des résidences secondaires qui veulent pas avoir un bruit. Effectivement, quand ces gens-là sont confrontés, sans être vraiment prévenus, à une free party pas très loin de chez eux, même si c'est pas très fort, même si en fermant les fenêtres, ils pourraient ne rien entendre, ils ont tendance à appeler les gendarmes, à se contester, à se plaindre. Et je dirais que voilà, c'est exactement la tendance technologique fait de plus en plus de sons, et la tendance de la société, il faudrait de plus en plus de silence. Donc forcément, à un moment, ça clash. Alors oui, effectivement, free party, son, riverains et forces de l'ordre ne font pas bon ménage. Mais avant de faire un tour des conseils techniques avec Mathieu, est-ce qu'on peut faire aussi un petit état des lieux des risques juridiques liés à la diffusion de musique en free party? Sachez tout d'abord que le volume sonore est censé, dans les clubs, les concerts, tous les endroits où on diffuse de la musique, être limité à 105 dB. En free party, les contrôles sont rares, mais comme l'a expliqué Charlotte pour Gisson la semaine dernière, ce qui compte plus, c'est vraiment la protection. Enfin, ce qui est le plus important à respecter au-delà de la loi, c'est la question de la protection et des risques qu'on fait prendre au public au niveau du volume sonore, et protéger vos oreilles. Donc, ce qui est vraiment important pour les sons, c'est d'avoir une attitude, une gestion intelligente de ça, et de faire que votre public reparte pas de vos soirées avec des acouphènes et mal aux oreilles. En théorie, à l'automne est censé arriver un nouveau décret qui porterait la limitation non plus à 105 mais à 102 dB, et qui obligerait dans chaque manifestation techno, dans chaque manifestation de musique, à faire des pauses toutes les 2 heures, ou à mettre des endroits où il y aurait vraiment pas de bruit, limité à 80 décibels. Sur des soirées techno, forcément, c'est complètement impossible. C'est un peu l'opposé de notre culture. Il y a des sets de DJ qui durent 4 heures, et on va pas leur demander de faire une pause au milieu, à dire à Laurent Garnier, voilà, là t'arrêtes au milieu de ton set. Donc ça va vraiment poser un problème, mais on pense que ce décret-là, il n'est pas applicable. En théorie, il rentrerait en application le début octobre 2018. Je pense que si c'est vraiment mis en action, on verra les gens de toute la House Nation, des boîtes au free party, protester de manière assez forte. Il y a aussi la question du volume des basses qui va être très limité. Tout ça, ça porte vraiment atteinte, je dirais, à cette culture
ouverture à cette expression artistique qu'est la musique électronique. Et on verra à la rentrée comment ça se passera, mais vous allez probablement en entendre parler. Bon après, malgré ce décret, qu'on soit en dessous ou au-dessus de 102 ou 105 dB, si les voisins entendent du son, on peut quand même avoir une amende. C'est clair que la question des 105 dB, c'est effectivement un détail et qu'on peut être amené à avoir par exemple, le premier point, c'est une amende pour nuisance sonore, tapage nocturne, comme on disait autrefois. Cette amende-là, elle peut intervenir même à 80 dB si on dérange vraiment un voisin, qu'on est tout près, dans ta chambre, par exemple. Voilà. Ces amendes-là, et ce qui est important de le savoir, c'est qu'elles sont à l'appréciation des forces de l'ordre. Ça veut dire que t'es pas obligé d'avoir des plaintes, t'es pas obligé d'avoir une mesure avec un sonomètre. À partir du moment où un OPJ constate qu'il y a une nuisance sonore, eh ben, il est susceptible de te verbaliser. Alors, il peut verbaliser, il y a une première amende qui est l'amende de base qui est à 68 €. Autrement, il peut convoquer devant un juge et là, l'amende peut aller jusqu'à 450 €. Il faut savoir que ces amendes à 68 €, si jamais vous les contestez, vous allez aussi vous retrouver devant le juge qui, lui, va décider si c'est 68 ou 450. Donc nous, on conseille quand même, pour quand c'est une amende à 68 €, de la payer, simplement. Une fois que vous serez devant le juge, ce sera à lui d'apprécier, à vous de donner vos arguments et à lui d'apprécier s'il doit les écouter ou pas. Voilà. Derrière cette amende, cette question de tapage nocturne, de nuisance sonore, elle est susceptible de donner l'autorisation aux gendarmes de saisir votre matériel pour faire stopper la nuisance sonore. Voilà, ça c'est un vrai problème, même si une fois devant le juge, effectivement, dans 99% des cas, il va vous rendre votre matériel, ça veut dire qu'il aura passé 2 mois, 3 mois, 6 mois au chaud dans une gendarmerie. C'est pas forcément une bonne idée. Donc ce qu'on vous conseille encore une fois, c'est de prendre des moyens pour éviter de créer des nuisances sonores. Et c'est important d'échanger, discuter, dialoguer avec les gendarmes, de voir avec eux comment ça se passe. S'ils viennent vous voir et s'ils vous disent, voilà, il y a eu déjà 200 plaintes, on a eu 300 coups de téléphone, personne peut dormir depuis 48 heures, peut-être que c'est le moment, effectivement, de faire un effort, de baisser le son pour éviter d'aller au clash et de vous faire saisir à la fin. C'est vrai qu'on entend souvent parler d'agression sonore, du délit d'agression sonore. C'est quoi la différence avec la nuisance sonore? L'agression sonore et la nuisance sonore, ça n'a rien à voir. Pour nous, l'agression sonore, en fait, c'est une qualification qui a été faite en fait pour combattre les gens qui cherchent à nuire aux autres en diffusant du son très fort et de manière répétée. Ça veut dire en gros tu tapes tous les matins ou tous les matins à 4 h du matin sur ton plafond avec un balai pour réveiller ton voisin. Là, c'est une agression sonore. L'agression sonore, donc elle exige d'être volontaire et répété avec une volonté de nuire. Évidemment, pour une free party, ce cas-là, il n'existe pas. À part si vous posez 200 kg de son, dans la banlieue de Béziers, à viser vers la mairie et que votre teuf s'appelle Fuck le FN, là, effectivement, vous aurez fait une agression sonore. Mais dans la majorité des cas, les free parties, elles se posent plutôt à l'écart, dans les bois. Parfois, effectivement, elles produisent des nuisances, et c'est une réalité. Effectivement, t'avais pas bien vu qu'il y avait quelqu'un qui était pas loin, il y avait du vent, etc. Donc, vous avez dérangé du monde, donc il y a une amende, c'est une nuisance sonore. Par contre, la notion d'agression sonore, le fait de faire chercher volontairement nuire à quelqu'un, c'est pas du tout adapté. Et autant la jurisprudence que les textes officiels, notamment dans le guide de la médiation sur les rassemblements festifs, le précise bien. À partir du moment où une soirée et des organisateurs sont placés à l'écart des habitations et qu'ils ont cherché à ne pas faire de bruit, l'agression sonore, la qualification, elle ne peut pas être retenue. Parce que savoir que c'est plus une contravention, c'est un délit. Ça veut dire que vous risquez de l'emprisonnement, vous risquez 15 000 € d'amende et du coup une inscription au casier judiciaire, par exemple, ce qui peut être pénalisant plus tard. Donc il faut bien se rendre compte que cette histoire d'agression sonore, si jamais on vous en menace ou si jamais vous vous retrouvez devant un juge, il faut vraiment la contester, il faut pas hésiter à joindre Freeform ou le fonds de soutien juridique pour pouvoir être aidé et être défendu dans ce genre de cas. Voilà. Autant sur les agressions sonores que sur les nuisances sonores que sur l'ensemble de ces points, on a fait des petites fiches sur le site de Freeform, donc n'hésitez pas à vous y rapporter. N'hésitez pas, on met tous les liens là. Voilà, et à les télécharger, à les lire et vous apprendrez sûrement plein de choses. Bien Samuel, merci beaucoup. On va retrouver maintenant Mathieu au pôle médiation pour tout ce qui est les conseils techniques. C'est parti. Je me trouve maintenant avec Mathieu. Mathieu, bonjour. Bonjour. Quel est pour toi le conseil le plus important qu'on pourrait donner à un sound system qui commence et qui veut pas avoir d'ennui avec le son? Le plus important, c'est toujours de s'adapter à l'environnement autour du site. C'est-à-dire que poser 50 kg à 300 mètres d'un village, c'est pas la meilleure idée qui soit. Pour ça, il existe différents sites internet pour vérifier justement ce qu'il y a autour.
Google Maps, Géoportail, ce qui permet également aussi de pouvoir orienter au mieux sa façade et de déranger le minimum de monde. Il y a des facteurs qu'il faut se méfier, comme l'eau. L'eau porte le son, et donc du coup notre musique se diffuse beaucoup plus loin. Par contre, à l'inverse, les forêts, les collines permettent d'atténuer le son. Donc on dit par exemple, on recommande généralement de tirer la façade vers la forêt, et comme ça les arbres atténuent le bruit et on dérange beaucoup moins loin. Les points en altitude et les lieux venteux sont également des endroits où le son se diffuse beaucoup plus largement. Donc c'est un endroit à éviter, à part s'il n'y a personne. Il faut également faire attention aux élevages d'animaux. Par exemple les poules, car ça risque de causer de vrais dégâts dans l'élevage. Et donc du coup ça risque de coûter très cher aux organisateurs. Concrètement, si vous avez un élevage de poules à moins de 500 mètres, évitez de poser la teuf. Les chevaux aussi sont très sensibles. Évitez de poser en face à un rat ou près d'un champ, d'un pré avec des chevaux dedans. Par contre, les vaches par exemple s'en foutent complètement. Il faut également faire attention à la saison. Pensez que l'été, les habitants ont les fenêtres ouvertes et donc du coup entendent beaucoup plus le bruit que l'hiver où les fenêtres sont fermées. Est-ce que techniquement il y a des solutions pour limiter la propagation du son? Alors comme on a dit tout à l'heure, il y a le fait de tirer dans les arbres et compagnie, mais on peut également par exemple mettre une arène de camion autour du son, derrière le son et autour pour contenir le son au maximum. Ça veut pas dire que le son va pas sortir de cette arène, mais il sera contenu beaucoup plus. Il sera atténué et il ira beaucoup moins loin. Si possible, dans les sites où il y a beaucoup d'habitations autour, évitez les sonos à longue portée et préférez les sonos qui ont de l'impact près. Comme ça se diffusera beaucoup moins loin encore une fois. Après, il existe des techniques aussi et des réglages, comme la double rangée de subs en opposition. Est-ce qu'il y a un intérêt à limiter les façades? C'est sûr, si la soirée attend plusieurs milliers de personnes, il faut la soirée adéquate. Il faut toujours, ou du moins toujours essayer d'adapter sa sono à la fréquentation estimée et au nombre de personnes devant. Par exemple, à 5h de l'après-midi le dimanche, s'il y a plus que 10 personnes devant la façade, c'est peut-être pas très utile de faire tourner encore les 40 kilos, au risque d'énerver encore plus la gendarmerie et qu'il y ait encore plus de plaintes de la part des voisins. Alors, ok, ça c'est pour la technique, mais sur quoi d'autre on peut travailler pour essayer d'éviter les ennuis? Alors, on constate depuis 2-3 ans une augmentation significative des sons de système et ainsi des soirées. Donc, il y en a de plus en plus sur le territoire et certains sites ou certaines communes commencent à être extrêmement utilisés. Et donc, du coup, on en arrive à des situations où des régions qui toléraient les free parties, quand il y en avait 2-3 par an, on arrive à faire des réunions de riverains, voire à mettre des arrêtés préfectoraux. Par exemple, au plateau des 1000 vaches, comme disent les habitants, ils veulent bien 2 teufs par an, ils en veulent pas une tous les 15 jours. Là, en Charente, on a eu le cas d'une agression où un riverain a retourné un véhicule avec des teufeurs dedans, par exemple. Et donc du coup, comme il dit, lui, il en a ras-le-bol d'avoir une teuf tous les 15 jours ou toutes les semaines dans sa commune. Donc il faut varier les sites, il faut retourner chercher des nouveaux sites, rechercher des nouveaux spots et arrêter d'exploiter toujours les mêmes. Il faut se renseigner toujours. Donc du coup, si le site n'a pas été exploité par d'autres sons de système ou si la commune n'a pas été exploitée par d'autres sons de système dans les mois précédents. Certes, c'est beaucoup plus de boulot, mais ce boulot-là est aussi important que la déco, que le mapping, que le mix ou que le réglage de sono. Le spot est très important à chercher et doit être un réel travail de la part des sons de système. Il en va de la sécurité du son, parce qu'il y a des risques de saisie bien évidemment, mais aussi de tout le mouvement. Parce que par exemple, il y a des régions entières qui veulent plus entendre parler de nous maintenant. Des gars qui ont été pas très populaires avant, mais ça n'aide pas du tout. À bientôt tout le monde, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec toute l'équipe pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao! Freeform.